Heu, Triathlète, bien entendu. Ça fait depuis, ma première licence, c'était en 2006. Heu, pour ma part, ce que je préfère, c'est les longues distances. Et je suis, spécialisé dans la nutrition pour les sports d'endurance parce que, ça me passionne et parce que je suis mon premier cobaye. Donc, j'aime bien, tester et partager, mais, faut que j'ai testé avant pour pouvoir partager parce que ça me paraît plus cohérent. Donc, ma façon de faire, c'est je lis la science, je la teste pour la comprendre et je vous la partage après. Donc, voilà, et puis j'aime bien m'amuser un peu dans tous les sports, d'endurance. Donc je fais aussi un peu de trail, aussi un peu de swimrun, un petit peu, voilà, j'essaie de m'amuser. Donc, vous voyez aussi, on choisit des intervenants qui soient, vraiment, dans le domaine, hein. C'est bien de parler nutrition, mais bon, nutrition par un triathlète et qui en plus est médecin de la ligue, moi je dis c'est quand même, en tout cas il me semble, pertinent. Fabrice, tu as écrit, pas mal de livres. Tu en as écrit combien déjà là, Tu en Et es ben, 6. 6 6, bouquins? j'ai commencé en 2012 avec, la nutrition de l'endurance. Ensuite, on a eu les recettes. Ensuite, on a eu Paléofit, la méthode d'entraînement. Et ensuite, on a eu Ultra Performance pour l'entraînement à glycogène bas, le régime cétogène et le dernier, la science de l'endurance, un peu plus global où je voulais un petit peu, démystifier certaines choses et heu stopper, certaines idées préconçues et certains mythes, erronés, en essayant de rester, toujours pratique et de faire qu'on s'entraîne, de façon, efficiente et en gardant le plaisir. Alors justement, je me permets, hein, de faire en préambule. Bon, alors Fabrice est médecin, je suis pharmacienne pour celles et ceux qui ne le savent pas. Heu, Attention s'il vous plaît, vous êtes nombreuses et nombreux à regarder des choses sur les réseaux sociaux. Attention s'il vous plaît, avec Fabrice, on en a longuement discuté en préparant ce webinaire. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont pertinentes, mais il y a aussi attention, beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, poussées par des influenceurs qui alors vous allez me dire, vous avez votre propre expérience de vous-même et vous avez sûrement des choses aussi à nous partager. Mais attention, aux recettes miracles et aux recettes, qui sont partagées sur les réseaux sociaux ou les fake news santé. On voit, je suis désolée, je gère beaucoup là-dedans, je vois des horreurs, des gens qui ne pensent qu'à leurs followers et qui poussent des trucs qui n'ont ni queue ni tête, voire qui mettent les gens en danger. Donc tout le monde, s'approprie effectivement, veut donner en tout cas son avis sur telle ou telle thématique santé. Attention, il y a des choses qui sont pertinentes, mais il y a aussi, beaucoup, de fake news. Donc soyez, vigilants. Hem donc, eh beh, on va parler aujourd'hui nutrition, bien évidemment, triathlon, tu as dit c'était ton premier livre, hein. Je crois qu'il est en révision, si j'ai bien compris, quand on a préparé le webinaire, tu m'as dit, Oui, alors il est en pleine relecture, c'est-à-dire que je l'ai remodifié, j'ai travaillé dessus en décembre, janvier, novembre, décembre, janvier, pour faire, la troisième édition améliorée, augmentée, mise à jour surtout parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Hem Et donc, normalement, je crois qu'il sortira le 17 avril, dans sa nouvelle version. voilà, alors 17 avril, mais en préambule, nous, on a la chance, de t'avoir. Allez, il y a encore des gens qui se connectent, c'est pour ça que vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre pas le webinaire». Si, on va commencer. J'attendais, parce qu'il y a encore des personnes qui se connectent et je voudrais pas, je sais que c'est déjà, compliqué de pouvoir se connecter à 21 heures. Donc c'est parti messieurs, dames, bah, on est parti dans la nutrition, en triathlon. Alors, avec Fabrice, quand on a préparé, donc ce webinaire, et encore une fois, c'était suite à vos demandes, ben, on s'est dit comment on va aborder les choses parce que, la nutrition en triathlon, on peut l'aborder par différents biais. Alors nous, ce qu'on a choisi, c'est dans un premier temps, d'aborder les choses par rapport aux distances. Alors bon, je ne vais pas, redétailler effectivement le courte distance, le longue distance. Alors on a un peu, vous allez me dire, on a été obligé de faire un peu un choix arbitraire. Donc, on a choisi d'aborder d'abord le S et le M, et après, on verra le L et tout ce qui s'ensuit derrière, parce que maintenant, on est aussi dans le développement de l'ultra, l'ultra, hein.
D'ailleurs, on pourrait en parler aussi. Moi, vigilance au regard de tout ça aussi, à pousser dans l'ultra. Mais en tout cas, Fabrice, j'avais une question à te poser. Voilà, pour ceux qui ne dépassent pas, et oui, vous êtes aussi nombreuses et nombreux hein, à ne pas dépasser le M en termes de distance en triathlon pour différentes raisons d'ailleurs. Alors, j'avais envie de te demander là sur, voilà, quand on s'inscrit sur un distance S et M, sur l'alimentation, quels sont tes conseils et les grandes lignes à suivre? Alors là, on va parler surtout durant l'effort, on est d'accord? Oui, Euh, durant l'effort. Vianney, Si on a la besoin, lumière de ta chambre est allumée. Oui, alors Loïc, effectivement, je vais désactiver le son. Voilà, merci de désactiver le son, sinon on va entendre ce qui se passe chez vous. C'est pas qu'on veut pas, mais voilà, c'est quand même un petit peu gênant. Alors en fait, nutritionnellement, durant l'effort, la limite, c'est autour de 2h30, 3h. Donc c'est vrai que sur certains, sur distance M, ils approchent des 3 heures, on serait plus sur du long, mais bon, on est obligé de faire une séparation. Mais les choses se passent un peu différemment sur des efforts qui durent 2h30, 3 heures. Si on revient donc sur un sprint, on est sur des distances qui sont assez courtes et finalement, on va avoir suffisamment de réserve dans nos muscles. Alors, il faut savoir qu'en fait, notre, moteur, il est hybride, hein, on fonctionne avec des graisses. On a tous suffisamment de réserve de graisse, d'accord? On fonctionne avec des graisses et des glucides et les glucides, on en a des réserves qui sont sous forme de glycogène qu'on a dans notre foie et dans nos muscles. Sachant que quelqu'un qui s'entraîne régulièrement comme nous, a, plus de réserves de glycogène musculaire que quelqu'un qui ne s'entraîne pas. En fait, on habitue notre organisme à être capable d'en stocker et on en a plus et on va avoir, allez, entre 600 et 700 grammes de glucides, de glycogène dans nos muscles pour quelqu'un qui s'entraîne. Donc, vous voyez, 600 grammes, sachant qu'un gramme de glycogène, c'est 4 kilocalories par rapport à la masse de gras qu'on a, sachant qu'un gramme de liquide, c'est 9 kilocalories. Donc, c'est plus du double. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on stocke les réserves sous forme de graisse. C'est parce que c'est beaucoup plus économe au niveau, rapport poids, calories, conservées. Donc on a, que 600 grammes. Donc sur un effort court comme un sprint, on ne va pas avoir de problème. On a les réserves de glycogène et les réserves de graisse pour tenir l'effort sur toute sa durée. Donc D'accord? jusqu'à 2h30, 2h30, Ouais, 3 heures. à peu près. D'accord. J'ai envie Après, de te challenger, je me dis, bon, parce qu'il y a aussi des M aussi qui sont, je pense notamment, alors sans faire de pub, hein, le triathlon de l'Alpe d'Huez qui est un M, il y a un M et puis un qui est assimilé L. On a un col à monter. Est-ce que c'est pareil, pas pareil alors c'est la durée d'effort finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est 2h30, 3 heures, à peu près qui fait la différence. Mm. Et donc c'est quelque chose à faire de plutôt personnel en fait, puisqu'on n'a pas tous le même niveau, même sur plat, il y en a certains qui vont mettre plus de 3 heures pour faire un M. Mm. Donc voilà, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc sur ces efforts de moins de 2h30, 3 heures, on va avoir suffisamment de réserves et donc le but, ça va être de compenser partiellement ce qu'on va dépenser pour ne pas parce que en fait, les glucides qu'on va apporter durant l'effort, il va nous servir à nourrir le cerveau aussi, à nourrir un peu les muscles et à retarder la baisse de performance, mais on aura l'énergie. Donc c'est simplement, on a besoin de compenser partiellement, donc on a besoin de petits apports de glucides durant l'effort et dans ce cas-là, si on est sur, entre 2 et 3 heures, on est plutôt à 50 à 80 grammes de glucides par heure d'effort, ce dont on a besoin d'avaler. Si on est, un athlète élite, sur un sprint, qui va faire ça en 55 minutes, par exemple, ou 50 minutes, on n'a pas besoin de s'alimenter. Mais là, on a pris 2 extrêmes. Entre-temps, quelqu'un qui va mettre 1 heure et demie a besoin de s'alimenter avec, en gros, 30 grammes de glucides par heure d'effort. Donc déjà, on peut séparer, hein. 1 heure et demie, un petit peu de glucides. En gros, en dessous de 1 heure et demie, on n'aurait pas besoin de glucides durant l'effort. Au-dessus d'1 heure et demie, on a besoin de glucides. Et là, on D'accord. est entre 30 et 50 grammes. Au-dessus de 2 heures, on va plutôt être entre 50 et 80 grammes de glucides. Alors, ça ne veut pas dire qu'on débute au bout de 2 heures d'effort, c'est-à-dire qu'on débute d'emblée, d'accord? Parce qu'il y a le temps d'assimilation des glucides, surtout dans le système digestif qui est ralenti à l'effort, hein, parce que, il n'y a plus assez de flux
sanguin intestinal, parce que le flux sanguin est dirigé vers les muscles. Donc, on est obligé d'assimiler les choses plus lentement. Donc, si on reprend, sprint ou moins d'1 heure et demie, on a le droit de prendre des glucides, mais ce n'est pas indispensable. Au-dessus d'1 heure et demie, quand on prévoit l'effort de plus d'1 heure et demie, on en a besoin, on va être à 30 grammes, entre 30 et 50 grammes de glucides par heure. Et au-dessus de 2 heures, on va être plutôt entre 30 et entre 50 et 80 grammes. Alors, pour vous rendre compte, un bidon de boisson de 500 millilitres, c'est à peu près 500 millilitres de boisson de l'effort, c'est à peu près 30 grammes de glucides. La plupart des gels, c'est 20 grammes de glucides. La plupart des barres de céréales, c'est 20 grammes de glucides. Et une banane, c'est 20 grammes de glucides. C'est un ordre d'idée, mais ça permet de calculer quand on en a l'effort. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est que je sais que chaque portion, c'est à peu près 20 grammes, et comme ça me permet d'avoir une gymnastique intellectuelle et de calculer où j'en suis dans ma compétition. Donc, tout le monde, voilà, si on synthétise, hein, chaque portion 20 grammes de glucides. Après, en fonction de votre niveau, en fonction de la durée d'effort, voilà, l'idée, c'est de pouvoir être dans le juste, ni le trop peu, voilà, parce que au-delà des aspects, tu l'as dit, énergétiques, il y a aussi l'aspect attentionnel, hein. N'oubliez pas que voilà, l'attention, c'est important sur les courses de triathlon, hein, pour pas qu'il vous arrive aussi des accidents. Mais est-ce que, au regard de ça, voilà, si quelqu'un venait à trop s'alimenter, parce que, alors, je vois effectivement des gens sur les courses, on dirait qu'ils vont partir des fois sur des distances S&M, qui vont partir voilà, bourrés de gel dans les poches, etc. Quel serait le risque de... Il y en a qui rigolent, mais effectivement, c'est du vécu. Quel serait le risque à trop s'alimenter? Parce qu'on est, faut pas être dans le trop peu, mais il faut pas être dans le trop non plus. Alors, c'est vrai qu'on en voit beaucoup qui partent avec beaucoup, beaucoup à manger, mais en fait, ils mangent pas tout. Moi, ça m'est Oui, déjà arrivé dans mes premiers triathlons, je suis parti avec énormément et je mangeais pas tout, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas l'habitude. Heu, Qu'est-ce qu'on risque? Bah, des troubles digestifs, c'est tout, en fait. mm, Tu risques juste d'avoir des troubles digestifs, mais tu risques pas grand-chose d'autre en mangeant beaucoup. De toute façon, la plupart des gens, quand on regarde les études qui sont parues, la plupart des triathlètes sont bien en dessous des recommandations. d'accord. Et Donc, il faut avoir en tête, messieurs, dames, que vous avez plutôt tendance à vous sous-alimenter qu'à vous suralimenter. C'était ça. En lien, comment on peut l'expliquer? Parce qu'effectivement, on est dans l'effort, on pense pas à manger, parce que tout ce que tu viens de nous expliquer, on ne l'a pas en connaissance. Qu'est-ce qui explique tout ça? Alors que, d'une part, le manque de connaissances, d'autre part, le manque d'entraînement, d'autre part, le fait qu'on est concentré sur ce qu'on fait. Parce que si je te dis de manger, alors là, on est sur des distances courtes, mais tu vas voir tout à l'heure, on va revenir sur des distances longues où on va falloir manger plus. Il y a parfois, je vais te dire, il faut manger 3 gels par heure et un bidon de 500 millilitres. Enfin, je dis 3 gels ou 3 barres ou 3 bananes, mais ça fait des grosses quantités où, ça fait que tu es obligé de manger toutes les 20 minutes, c'est énorme. Tu as pas l'habitude de manger toutes les 20 minutes en temps normal. Donc c'est principalement ça qui fait la différence, c'est qu'on manque d'habitude, on n'y pense pas, on ne pense pas en avoir besoin autant, et d'ailleurs la plupart des gens s'entraînent sans rien manger Oui, c'est et vrai. donc ils repartent sur la même chose. Mmh. Et quelque part, il y a aussi, hein, je le dis à chaque fois sur l'approche, vous savez, je reviens toujours à mon petit cerveau, hein. Je suis fan de cerveau, j'ai bossé beaucoup là-dessus et je continue à faire énormément de conférences là-dessus. Mais je dis toujours, hein, n'oubliez jamais que votre cerveau ne va prendre en termes décisionnaires, en termes de décision, que sur quoi vous l'avez entraîné, hein. Donc c'est toujours voilà, du conditionnement et de l'entraînement et qu'à un moment donné, voilà, quand il y a une baisse de vigilance, etc., il y a effectivement les risques et ça arrive plus bien évidemment sur le longue distance, on va y revenir. Hem, Alors après, il y a une chose dont on n'a pas discuté, parce que là on a discuté de la quantité de glucides, mais après on n'a oui, pas discuté de ce qu'il fallait, comme boisson par exemple. Et oui, une boisson de l'effort doit être constituée d'eau bien entendu, de glucides, et de sodium, par exemple. Enfin, pas par exemple, c'est indispensable d'avoir du sodium parce que le sodium participe à l'hydratation et deuxièmement, le sodium participe à la pénétration du glucose dans la cellule intestinale. D'accord? C'est un cotransporteur, enfin, c'est un transporteur qui transporte les 2 en même temps. Donc si on n'a pas de sodium dans notre boisson, elle sera plus difficilement assimilée et plus source de troubles digestifs. Donc il faut qu'on choisisse une boisson qui ait des glucides, du sodium. Idéalement, un peu de vitamine, non pas idéalement, obligatoirement des vitamines B, donc de B1 à B, 6,
B1, B2, B3, B5, B6. Il en faut au moins une, mais au mieux 2 différentes. Éventuellement, il peut y avoir un peu de vitamine C. Et ensuite, il y a la façon dont on choisit nos glucides. Il y a 2 types de glucides. Enfin, on a des glucides qui passent par 2 transporteurs différents, du glucose qui passe par un transporteur, le SGLT1, et le fructose qui passe par un autre transporteur, le GLUT5. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des boissons de l'effort qui ont fructose et glucose. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 types de glucides qui vont pénétrer par 2 transporteurs différents et ça nous permet d'être capable d'assimiler plus de glucides parce qu'en temps normal, notre intestin est capable d'assimiler maximum 60 grammes de glucose par heure. D'accord. Et donc, quand on va envisager d'apporter plus de 60 grammes, il va falloir qu'on passe avec 2 transporteurs, donc glucose et fructose. Mais ça, on en reparlera plutôt sur le long parce que Le long. on parle de 60 grammes et là, on est dans la limite longue distance, en fait. OK, merci. Alors, vous voyez, beaucoup d'informations déjà, rien que enfin, j'espère que vous apprenez deux trois petites choses. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce chapitre, on va dire sur le format plutôt courte distance, hein? Vous avez compris tout un tas de choses, à intégrer, bien évidemment, la durée de l'effort, votre niveau de condition physique, hein, mais également donc, l'apport en barres et gels selon la en tout cas la durée de l'effort, hein, qui va avoir une variabilité, de bien évidemment ajouter tout ce qui est boisson, donc supplémentaire en glucides, sodium, mais également vitamines pour les raisons que Fabrice vient d'expliquer. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou alors je vois qu'il y a Alors, quid peut-être. des je les vois. Donc, quid des fruits secs, c'est une bonne solution, mais c'est un peu plus difficile à mâcher. Les fruits secs sont souvent un peu trop riches en fructose, mais c'est une bonne solution. Pourquoi des vitamines B? Alors, ces vitamines de B1, B2, B3, B5, B6 et B8 participent à la transformation des graisses, des protéines et des glucides en énergie, d'accord? Donc ça permet de transformer ce que vous avalez en ATP et c'est cet ATP qui fait bouger, les muscles. Donc c'est pour ça que c'est important d'apporter ces vitamines avec la boisson. Surtout que ce sont des vitamines non liposolubles, donc on ne les garde pas en réserve. La quantité de glucides à absorber, est-ce que ça dépend du poids du sportif? Non, non, parce qu'en fait, on a tous à peu près le même intestin qui fait à peu près les mêmes capacités à assimiler, les glucides et donc on va être tous à peu près à la même limite. Alors c'est pour ça que parfois les femmes sont avantagées, c'est parce qu'elles ont un plus petit poids en moyenne avec, à peu près, des capacités d'assimiler les glucides un petit peu similaires. OK. Heu, Et alors, Quantité de boissons quantité par heure. par heure. Ah oui, d'accord, oui, par heure. Je Heu, cherchais. alors, la deuxième chose, c'est que souvent on vous disait: «Il faut boire 2 gorgées toutes les 10 minutes pour éviter d'avoir soif, parce que la soif est retardée». En fait, on se rend compte que 2-3 de déshydratation, c'est pas toxique, c'est pas nocif pour les performances et il y a pas de danger. Donc on tolère un certain degré de déshydratation. Le fait de vouloir trop boire et de se dire: «Je vais boire autant que ce que j'ai transpiré pour compenser toutes mes pertes» est une erreur, parce qu'on va se retrouver en hyperhydratation. Et ce qui est beaucoup plus dangereux que la déshydratation. Donc ce qu'on conseille maintenant, c'est de boire à sa soif, à condition d'écouter sa soif. Mmh. Donc maintenant les recommandations, c'est boire à sa soif. Mais En gros, ça fait de 500 à 800 millilitres par heure quand il fait chaud, quoi. Mais il faut boire à sa soif. OK. D'autres questions avant qu'on enchaîne? Vous avez vu, c'est passionnant. D'autres questions avant que l'on enchaîne sur le long? Bah, écoute, on va voilà, je vois Alors il que y a quelle boisson faut-il privilégier? Donc j'ai parlé des recommandations. On a fait, j'ai retesté toutes les boissons là j'ai calculé toutes les boissons parce que le problème des boissons de l'effort, c'est qu'ils vous donnent des informations, mais il faut tout recalculer et parfois c'est un petit peu laborieux parce qu'ils ne présentent pas tous de la même façon. Donc en gros, il faut calculer pour avoir une boisson où on va avoir entre, 50 et 70 grammes de glucides par litre, entre 500 et 700 milligrammes de sodium par litre, quelques vitamines B, un peu de vitamine C. Et puis voilà, alors il y en a plusieurs, qui sont, pas mal. Il y a Apurna qui est pas mal, il y a, Aptonia Isoplus de chez Decathlon. Il y a Nutraperf, mais je crois qu'ils le font plus. Il y a Hydraminov. Il y en a une des 2 qui a disparu, je sais plus laquelle.
C'était dans ton bouquin, ça? Tu avais fait un Ouais, banc c'est dans le d'essai? bouquin. Je les ai pas toutes en tête, mais voilà, c'est dans le bouquin, ça. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'en avril, on aura, une mise à jour, de tout ça, comme tu nous disais, Ouais, ouais. voilà, parce que j'imagine il y a des choses qui sont sorties. Enfin moi pour, Ouais, des boissons qui ont changé. ouais. Alors, en quoi l'hyperhydratation est-elle dangereuse? En fait, l'hyperhydratation, ça donne une hyponatrémie, donc c'est une baisse de sodium dans le sang. Et cette baisse de sodium fait qu'on va voir derrière un œdème cérébral. Et un œdème cérébral, bah, ça donne des signes neurologiques et il y a un risque de convulsion, il y a un risque de décès. Donc, il faut éviter absolument l'hyperhydratation. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de voir, j'ai un ami marathonien qui a commencé le marathon, qui est parti avec son sac à dos pour avoir à boire suffisamment et qui est arrivé à l'arrivée, il avait pris du poids. Donc, s'il a pris du poids à l'arrivée d'un marathon, c'est qu'il a trop boire. Il a Il a trop trop ouais. bu, il a trop bu, pardon. Donc, on boit à sa soif. On boit à sa soif, mais alors attention aussi, vigilance, hein, je pense notamment, ça va dépendre des conditions climatiques aussi, hein. Bon, Bah, j'imagine quand il que fait ça chaud, tu auras plus soif de toute façon, tu auras voilà, plus. ce que Alors, je sauf veux les dire, personnes c'est âgées qui perdent un peu la soif. voilà. Bon, ça va. A priori, non, mais moi, je dis vive le triathlon en EHPAD, hein, et pour les seniors. Bon, a priori, mais bien évidemment, il y en a beaucoup qui se font avoir, hein. Je pense notamment aux épreuves qui sont l'été, hein, où il fait très, très chaud. Voilà, ou même des épreuves que vous pouvez faire à l'étranger, hein, pour avoir fait, voilà, moi, des raids à l'étranger. Je me souviens très bien d'un raid en Indonésie où il y avait toutes les concurrentes qui tombaient de déshydratation, parce qu'effectivement, c'est des températures auxquelles on n'a pas l'habitude et pour le coup, il n'y a pas forcément de réflexe. Alors, si l'on prépare sa propre boisson, quel élément permet d'y intégrer les vitamines B requises? Eh ben, ça, c'est compliqué. Mais préparer sa propre boisson, c'est compliqué. Dans un livre de recettes, j'avais préparé les boissons. Et donc, le problème d'une boisson, c'est qu'il faut qu'elle soit isotonique, c'est-à-dire un peu concentrée Mm. autant que notre plasma, c'est-à-dire que notre sang, voire légèrement hypotonique. Ça, c'est compliqué. Donc, j'avais fait des tests en faisant des boissons, en diluant des jus de fruits, comme on fait tous. Ça nous arrive de prendre du jus de fruits à l'entraînement. Un jus de fruits, c'est hypertonique. C'est autour de 1000 milliosmoles par litre. Notre sang, c'est 290. Donc, souvent, il faut le diluer d'un tiers ou un quart. Dans ce cas-là, on n'aura pas assez de glucides. Donc, il faut rajouter la maltodextrine pure. Parce que la maltodextrine permet d'apporter beaucoup de glucose en étant isotonique, parce que c'est une grande molécule de glucose. Et l'isotonicité, la tonicité d'une boisson, c'est le nombre de molécules au total, la concentration en nombre de molécules. Donc faire sa boisson, c'est très difficile. Nous, on avait fait des tests en laboratoire pour avoir des boissons bien dosées. Donc c'est assez compliqué à faire tout seul. Donc pour une compétition, je ne le conseille pas. Pour l'entraînement, il faudra diluer un jus de fruits de un tiers, un quart et mettre une pincée de sel parce que sinon on n'a pas de sodium. Et pour le coup, bah, la vitamine Quand D, tu dis un tiers, un quart, c'est-à-dire? un tiers, un quart de jus de fruits pour trois quarts ou deux tiers d'eau. D'accord. Ok. Avec une pincée de sodium, et bah, du coup, pour les vitamines D, il faut attendre voir ce qu'il y a dans le jus qu'on choisit. Donc c'est Ok. un peu plus compliqué et c'est une bonne solution à l'entraînement, hein, parce que ça permet d'éviter de prendre des boissons en poudre. Mais voilà, en compétition, moi, je le déconseille. L'autre question, c'est faut-il attendre d'avoir soif pour boire? Non, on boit tout de suite, mais on écoute sa soif. Euh, en fait, finalement, si on écoute sa soif, on a assez rapidement soif parce que l'effort avec l'intensité, ça rend la bouche un peu sèche. Et finalement, on a relativement vite assez soif ou envie de boire. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de boire trop et par exemple, si on fait le cas typique, c'est sur Ironman où on a un ravitaillement tous les kilomètres 5. Inutile de boire tous les kilomètres 5. Heu on peut boire tous les 2 ou 3 ravitaillements sur ce genre de compétition. Heu, donc voilà, donc on n'attend pas d'avoir soif, mais on ne boit pas, en abusant. Alors, du coup, par rapport à ça, comme on en voit certains au départ, ils se prennent un gel, Très bonne idée. sur des départs de SDM, bien, pas bien? Très bonne idée parce qu'en fait, quand on part nager, forcément dans l'eau, on ne va pas pouvoir s'alimenter. Après, ça va être plus compliqué. Si on le prend une demi-heure avant, il va y avoir un impact du gel sur la glycémie, on va se retrouver en hypoglycémie réactionnelle, donc pas une bonne idée. Par contre, si on veut le prendre dans les 10 dernières minutes, ça sera un aliment qui sera assimilé durant l'effort et donc l'organisme durant l'effort n'est pas le même qu'un organisme au repos qui bouge.
D'accord? Donc il n'y a pas la même réaction à l'insuline et si on est durant l'effort, l'insuline va moins monter et donc on va pas avoir ce risque d'hypoglycémie et ça nous permet d'avaler quelque chose juste avant l'effort, ce qui sera assimilé durant l'effort. Donc ça, c'est une bonne solution et que je conseille régulièrement. Donc, ça répond à la question en même temps de Nicolas, hein, qui demandait Ouais. justement le fait de prendre un gel. Est-ce que ça va pas augmenter la glycémie? Donc, c'est ce que tu viens de dire Mmh. juste avant le départ. OK, voilà, pas donc évidemment au repos. Hein, c'est comme les enfants qui mangent des bonbons toute la journée, qui se retrouvent en hypoglycémie réactionnelle. Mais est-ce que l'ajout de BCCAA a un intérêt dans les boissons énergétiques? Alors les BCAA, c'est les acides aminés ramifiés, ce sont des acides aminés essentiels. Ce sont donc, les acides aminés, c'est les constituants des protéines. L'intérêt, des BCAA dans une boisson de l'effort, il y en a 3. Un premier, c'est qu'on avait imaginé ça pour lutter contre la fatigue parce que, les BCAA vont entrer en concurrence contre le tryptophane et le tryptophane, c'est l'acide aminé qui va favoriser la synthèse de sérotonine, qui est l'hormone du calme, et de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. On s'était dit qu'en apportant ces BCAA, on allait, t faire concurrence au tryptophane qui n'aurait pas l'occasion de pénétrer dans le cerveau et donc on n'aurait pas cette production de fatigue. Il s'avère que ça ne fonctionne pas parce qu'en même temps, les BCAA sont dégradés et favorisent de la production d'ammoniac et favorise la fatigue. Donc, en cherchant à limiter la fatigue, on va en créer une d'un autre côté, donc cet effet, n'est pas prouvé. Deuxième intérêt des BCAA, c'est que c'est des acides aminés qui permettent la construction de muscles. Donc, durant un effort qui est long, c'est intéressant parce que ça permet de, limiter un peu le catabolisme et la destruction du muscle. Mmh. Il n'y a pas énormément d'études dessus, mais ça peut être intéressant. Et le troisième effet des BCAA, c'était que, en fait, il y a des études qui montrent que ça peut permettre d'améliorer les performances sportives, mais uniquement quand on a un apport glucidique inférieur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les BCAA viennent de jouer le rôle d'apport, énergétique qui vont être dégradés parce qu'on n'a pas avalé assez de glucides durant l'effort. Ce sont les 3 intérêts et finalement, c'est assez limité. Donc c'est une bonne solution d'en avoir dans les boissons, mais en petite quantité et principalement pour éviter le catabolisme musculaire. D'accord. Tu as fait des tests sur ça? Parce que j'imagine qu'il y a différentes marques aussi, Il y en a oui, je dans mon tableau sur les boissons, ça y est. D'accord. OK. Messieurs, dames, vous avez vu, c'est passionnant. On a déjà une demi-heure de webinaire. Bon, on dépassera un petit peu parce qu'on aime bien dépasser. Voilà, parce que c'est la vie, de dépasser, surtout quand c'est des choses qui nous font plaisir et qu'on apprend plein de choses. Enfin, j'espère que vous apprenez des choses. On va passer au long, les formats longs. Formats longs, alors, bien évidemment, le L, le XL et plus si affinité, puisque maintenant il y a des trucs où on enchaîne, plusieurs XL, ça devient, une dinguerie. Alors, justement, toi, alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, un peu si on fait en photo là, durée d'effort donc, de 2 heures et demie, 3 heures par rapport, donc à des formats longs. Alors Heu, là, on va passer, au-delà des 3 heures d'effort. Donc on entre dans un autre domaine où on risque d'épuiser nos réserves de glycogène musculaire, donc on va avoir besoin de plus de glucides durant l'effort. D'accord? mmh Pour le reste, la boisson enfin, pour le reste, l'hydratation, on va rester sur la même chose, c'est on boit à volonté. D'accord? Pour les apports de glucides, on est au minimum entre 50 et 80 grammes de glucides, au mieux 90 grammes. Par contre, si on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on est au-delà de 60 grammes de glucides par heure, donc on va dépasser nos capacités intestinales à assimiler le glucose, parce que c'est de 60 grammes par heure. Donc il faut qu'on ait des multitransporteurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une boisson qui contient du fructose et du glucose. D'accord? Donc ça, c'est à observer dans sa boisson. Et par exemple, si on prend les boissons de Decathlon, ils ont la boisson, ISO où il y a pas de fructose, donc c'est dédié pour les efforts courts comme eux le recommandent et la boisson ISO Plus qui a du fructose et c'est dédié aux efforts longs. D'accord? Et donc le rapport idéal, c'est plutôt 2 tiers de glucose, un tiers de fructose. Sachant que le saccharose, par exemple, c'est, une molécule de fructose et une molécule de glucose. Maltodextrine, c'est que du glucose. D'accord? Et bien, la glucose, c'est du glucose et fructose, c'est du fructose et le piège, c'est le dextrose. Le dextrose, c'est du glucose. D'accord et par rapport à l'alimentation, alors il y a quelqu'un qui me fait rire, il met: «La visio est-elle remboursée par la sécu?»
Ça serait bien. Oui, bah écoutez, vous pouvez éventuellement envoyer les webinaires à la Sécu, la CPM, hein, de votre coin, il n'y a pas de souci. Juste, en tout cas, ça fait partie, hein, ces webinaires, de la prévention aussi pour casser toutes les idées préconçues, beaucoup aussi de recettes de cuisine. Vous avez vu avec Fabrice, c'est carré, quoi, hein. On n'est pas en train de raconter la recette, un gnangnan échangé. On est vraiment sur des données physiologiques, hein, en lien. C'est un médecin, forcément. Donc, on parle de choses scientifiques étayées par la science et non pas par Bibi la science. Donc voilà, on disait 90 grammes. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a des Hum, études qui montrent que 120 grammes, c'est intéressant et que ça permet de limiter encore plus la casse musculaire. Parce que finalement, le muscle, quand il n'a pas assez d'énergie et qu'il est obligé de se fournir autrement qu'en glucose, il va prendre des protéines. Et les protéines, il les prend sur place. Et sur place, c'est le muscle, c'est les fibres musculaires. Donc, hum. si on avale 120 grammes, on limite la casse musculaire. 120 grammes, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait un bidon, allez, on est à 30 grammes. Et bah, va falloir apporter 4-5 gels dans l'heure, ça fait beaucoup, hein. Et sur, bah, les championnats du monde Ironman qui cette année étaient à Nice, j'ai eu des contacts avec, plusieurs athlètes et certains sont à 150 grammes par heure. Donc, ils risquent pas de. Alors 150 grammes par heure, au-delà de 90 grammes par heure, il faut un entraînement digestif. Ah C'est-à-dire qu'il oui. faut s'entraîner à le faire à l'entraînement et les programmes d'entraînement digestif ont montré leur efficacité scientifiquement en prenant au moins 90 grammes de glucides par heure d'effort régulièrement. D'accord, donc il faut entraîner son dig nombre de, son système digestif pour augmenter le nombre de transports qu'on peut. On va augmenter le nombre de transporteurs, d'où plus de glucides disponibles pour l'effort, moins de glucides qui stagnent dans l'intestin, donc moins de troubles digestifs. Et toi, dans ta pratique, voilà, comme tu es quelqu'un, bon, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, hein, peut-être le préciser, toi, tu es sur des formats longs, plutôt. On va dire, toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu conseillerais voilà, aux triathlètes, monsieur et madame tout le monde qui est sur le format long, pour justement, parce qu'il y en a, ils se mettent des alarmes, enfin bon, enfin, il y en a, ils regardent, enfin, des alarmes au niveau de la montre. Qu'est-ce que toi, comment tu fais? Moi, je sais qu'il faut que je mange quelque chose toutes les 20 minutes. Je bois à volonté, je sais qu'il faut que je mange quelque chose toutes les 20 minutes, ce qui me fait à peu près mes 90 grammes de glucides par heure. D'accord. Il y a Agnès qui demande: «Que penser de la charge en malto avant l'effort?» Je le déconseille fortement parce que Mmh. malto, il y a pas de nutriments dedans, ça a un index glycémique à plus de 100, donc c'est Eh une oui, catastrophe parce que ça fait exploser l'insuline. ouais. Donc moi je le déconseille parce qu'on va perdre une partie des bénéfices de l'entraînement et puis, pour notre santé, c'est vraiment horrible. Alors que la maltodextrine durant l'effort, c'est une bonne solution parce que ça permet d'être isotonique. D'accord, mais OK. pas avant l'effort. Les 3 jours de malto là, je déconseille fortement. Sur les petites recettes, Maïté cuisine, est-ce que tu as déjà fait, fabriquer tes propres gels et barres? Heu, Alors, j'ai est-ce que testé plein de tu trucs. Donc les boissons diluées, j'ai testé. Les gels, j'ai testé, mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose de ouais, gel, c'est compliqué. pratique à avaler Ouais. et de bon parce que, voilà, c'est pas pratique à construire son truc. Les barres, je fais mes barres de céréales. Alors je vous donne ma recette de barres de céréales que j'utilise pas sur, triathlon parce que ça va un peu vite, mais que j'utilise sur ultra trail. C'est 30 grammes de flocons, 30 grammes de miel, 30 grammes de fruits secs. Heu, on hache le tout grossièrement, on mélange et on fait cuire dans des mini moules à cake bien tassés pendant, une vingtaine de minutes à 180 degrés et on a des barres de céréales et comme vous pouvez mettre les flocons de céréales que vous voulez, les fruits secs que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tomates séchées, ça vous donnera des tomates, moi je mets un peu de sel aussi avec, ça vous donnera des barres aux tomates. Vous pouvez faire moi il y a une barre que j'aime beaucoup, c'est, du miel, et flocons d'avoine et du gingembre frais râpé et avec un peu de citron et je trouve que le gingembre frais râpé, sur une barre, c'est un régal. Mais chacun fait ses trucs. On peut aussi se faire des compotes. J'ai aussi, bah, dans un de mes livres, bah, ça sera dans La science de l'endurance, vers le tome 2. J'ai des recettes, de gâteaux. Il y a des Japonais qui ont testé un gâteau pour l'effort. Alors c'est un plutôt ils ont mis ça sous forme de gel parce qu'ils mettent ça dans un
Ils le font cuire à la vapeur, mais c'est impossible à manipuler, donc moi je l'ai transformé en gâteau. Donc c'est un gâteau patate douce riz-gluant. Mmh. Alors j'ai plus la recette en tête, hein, mais voilà et puis je mets un peu de sel, hein, dans mon truc parce que je vous ai dit que le sodium était important pour assimiler, le glucose. Heu, Heu, il y a donc il y a Arnaud plein là, de choses à faire. bon, j'ai mis la recette, hein, de base. Après vous l'agrémentez de ce que Fabrice vient de vous dire, hein, mais on rappelle, 30 grammes de flocons, 30 grammes de miel, 30 grammes de fruits secs. Il y a quelqu'un qui demande à part les gels, on les trouve où les 90 grammes de glucides? Alors barre de céréales, purée de fruits, pâte de fruits, Mmh. bananes, fruits secs, bah, voilà à peu près ce qu'on trouve, sur les compétitions en fait, hein. Super. Moi je fais gel, sur le vélo parce que c'est assez pratique et ça me permet d'en emmener pas mal. J'attrape les bananes au vol et puis il y a la boisson bien sûr et je fonctionne assez bien au gel en fait parce que c'est assez pratique, c'est pas trop volumineux. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Est-ce que finalement, tous ces produits vont abîmer notre microbiote? Si Alors oui, est-ce que, Si on ne on doit mangeait que ça, oui. oui. Or, ce n'est qu'un complément durant l'effort. Je ne mangerai jamais un gel en dehors de l'effort. Mon alimentation au quotidien est de qualité et me permet d'entretenir correctement mon microbiote. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des probiotiques? Oui. Lesquels? On ne sait pas encore parce que, il y a tellement de probiotiques qui ont été testés, mais on sait qu'il y en a certains qui fonctionnent et en tout cas, avoir un microbiote, c'est intéressant. Sachez que, par exemple, on a testé des souris exemptes de microbiote, d'accord? Donc on a pris des souris qu'on avait exemptes de microbiote et on les a fait courir sur leur roue et on a regardé leur capacité et en fait, elles étaient moins performantes que des souris qui avaient un microbiote. Ce qu'on a fait alors, c'est qu'on a transféré le microbiote de marathonien à ces souris, donc une transplantation fécale. C'est-à-dire qu'on récupère les selles, de Mmh. marathonien et on les injecte par voie orale ou par voie, anale à des souris et on améliore les performances de ces souris en leur donnant un microbiote de sportifs. Et donc le microbiote des sportifs est de meilleure qualité que les microbiotes des sédentaires. Donc on a plein de choses à faire avec ça, mais on ne sait pas encore exactement comment le faire. Bon, vous savez aussi qu'il y a un impact, hein, sur, la santé mentale. On le répète, pas assez, bouger, bouger, c'est important. Le mouvement, je vous rappelle que juste petite, petite, remarque, voilà, c'est pas parce que vous êtes triathlète et que vous vous entraînez tous les soirs que vous n'êtes pas sédentaire, messieurs, dames, hein. Pour celles et ceux qui ont des jobs où vous êtes assis toute la journée, la sédentarité, c'est le temps passé assis, qui est différent du temps où vous bougez. Donc la recommandation, c'est moins assis et plus bouger. Donc faites des pauses, s'il vous plaît, actives. Ça évitera aussi tout un tas de blessures au niveau de la chaîne postérieure. Du coup, il y a aussi, une petite question sur les gâteaux sport avant un tri ou un entraînement long, tu penses quoi? Ben, un gâteau sport, ça peut être une bonne solution. L'avantage, c'est que c'est facile à digérer, c'est facile à faire. Moi, je préfère me baser avant une compétition, le matin, moi, ça va être, j'ai 2 solutions. Soit je prends du riz basmati que j'ai cuit la veille, et des œufs et des bananes, soit je prends du pain, en fonction de là où je suis, si j'ai pas pu transporter mon pain, enfin si j'ai pas pu transporter mon riz, mais avec des œufs et un peu de beurre et puis des bananes. Voilà, c'est à peu près mon petit déj avant compétition, finalement qui diffère pas énormément de mon petit déj, au quotidien. Hem, Quantité, bah, je crois que c'est à peu près, un petit déj normal en fait. C'est inutile de se gaver parce que sinon on va être, heu, difficile à tolérer au niveau digestif. OK. Autre question avant qu'on passe sur l'alimentation d'avant-course, parce que là, j'ai pas mal de questions là-dessus. Tablette de sodium la nuit avant l'épreuve, on y va, on n'y va pas? On peut en faire une. On peut en faire une pour apporter un peu de sodium et être sûr de ne pas être, en hyponatrémie. Heu, Durant l'effort, c'est plus compliqué parce que ça peut donner des troubles digestifs. Ouais, Avant attention à ça. Mmh. Avant, c'est une bonne solution. Alors ceci dit, j'étais contre, durant l'effort, même sur un triathlon, je le ferai pas, mais je l'ai fait sur le marathon des sables parce que sur le marathon des sables, on nous fournit en pastilles de sel à prendre régulièrement. Mais là, on a un tel degré de déshydratation et tel degré de boisson à avaler parce que sur l'étape longue, par exemple, j'ai avalé, 20 litres d'eau dans la journée. Donc là, on a besoin de prendre des tablettes de sodium et j'ai pas eu de troubles digestifs avec. Mais par contre, ça rend une boisson hypertonique, donc se méfier.
Alors, toujours un conseil basique et primaire, hein, mais s'il vous plaît, testez pas vos gels et vos bars le jour de l'épreuve, hein. Ça semble une évidence, mais il y en a encore qui font ça. Voilà, faut tester aussi les choses avant, il me semble, Fabrice. Oui, oui, toujours, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui demande, ça semble, c'est une évidence, mais il y en a tellement. C'est quand même dommage de passer des mois à se préparer sur un long et puis au dernier moment d'intégrer dans son alimentation un truc que le copain ou la copine vous a conseillé qui va vous flinguer. En fait, l'humain, c'est pas des muscles, c'est des muscles, un cerveau, un estomac et un système digestif. Donc, on entraîne les trois. C'est ça. Avant qu'on passe sur l'avant-course, là, on en reste dans la course. Quelqu'un qui demande ton avis sur les gels. Alors, Mortine. Mortaine. Alors, les gels Mortaine sont Elle- des gels qui ont été développés pour limiter les troubles digestifs. Donc, c'est des gels qui ont un bon rapport de glucides, mais ces glucides sont, enfin, il y a les boissons et les gels. Ces boissons sont encapsulées dans des gels. En fait, la boisson, il y a de la pectine et de l'alginate. L'alginate, c'est une algue, la pectine, ça Mm. vient de la pomme, qui, les deux en milieu acide, donc dans l'estomac, se transforment en gel, enrobent les glucides, le glucose, et donc le cache des récepteurs de l'estomac. Donc, ça est censé accélérer la vidange gastrique. D'accord? Et donc, ça est censé améliorer le confort digestif. Le principe des gels est la même chose, sauf que le gel est déjà formé. Euh, et voilà. Et une fois que la boisson de gel a franchi l'estomac, il va se retrouver, va passer d'un milieu acide à un milieu moins acide, et donc le gel se déforme, se défait et libère le glucose qui est disponible pour l'effort. Donc c'est intéressant, sauf que ça permet de franchir ce cap de la vidange gastrique, mais ça ne permet pas de augmenter le nombre de transporteurs intestinaux, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'une des limites, c'était le nombre de transporteurs intestinaux au glucose. Donc les gels mortels ne franchissent pas cette barre. Donc ils sont intéressants, par contre, ils manquent de sodium et par expérience, ils sont plutôt agréables et il y a quand même pas mal d'athlètes qui se disent mieux avec ça. Alors est-ce que c'est le côté Marketing. placebo ou réel? C'est difficile de le dire. En tout cas, les études scientifiques ne montrent pas de bénéfices sur la performance à l'heure actuelle. D'accord? Et en plus, ils sont très chers. Bon, alors, autre question. Alors, Pauline, qui est un peu comme moi, voilà, moi, j'aime pas le goût sucré et ça me fait, voilà, au bout d'un moment, je sature des astuces. Qu'est-ce que tu Alors, peux il y avait proposer? des gels salés avant, mais il n'y en a plus trop. Il y a des barres salées, donc ça peut être pas mal. Il y a plusieurs marques qui font des barres salées. Et si tu prends ma recette de barre, bah, tu peux remplacer les fruits secs par des tomates séchées et Ouais. rajouter un peu de sel et tu auras une barre séchée, enfin une barre salée, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus laborieux de trouver ces aliments, mais je n'ai pas d'autres solutions à cela. Ouais, Damien qui nous pose une question aussi. Pendant l'effort sur Iron, toi, tu conseilles de prendre toujours des boissons voilà, qui sont conçues pour l'effort ou tu fais par moment aussi bidon d'eau ou tu Alors, varies avec boisson de de l'eau? l'effort. Boisson de l'effort, pourquoi? Parce qu'on a besoin de glucides, surtout sur un Ironman. Parce qu'on a besoin de sodium, et dans l'eau plate, il n'y a pas de sodium, et donc ça permet, c'est important pour l'hydratation, le sodium. Euh, donc, pas d'eau plate. Éventuellement, ce qui m'arrive de faire, c'est si je suis sur un Ironman où il y a, ou même un half, où il y a de l'eau gazeuse, ça peut m'arriver de prendre de l'eau gazeuse parce que je trouve ça agréable sur la course à pied. Mais l'eau plate, non, exceptionnellement. Ou alors, en accompagnement d'un gel. Parce qu'en fait, souvent, les gens se plaignent d'inconfort digestif avec les gels. C'est simplement parce que les gels sont hypertoniques. Et donc, Ouais. si on prend un gel avec une boisson, bah, on va se retrouver avec quelque chose qui est hypertonique, qui favorise les troubles digestifs. Alors que si on prend un gel avec de l'eau, on va se retrouver avec l'équivalent d'une boisson isotonique. Et donc, ça passe. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a des gels isotoniques. Alors, il y a qui fait ça? Il y a SIS, il y a Decathlon qui font des gels isotoniques et donc ils n'ont pas besoin d'eau pour les avaler, mais ils sont plus gros. Et ces gels sont plutôt pas mal et permettent d'améliorer le confort digestif. Boisson gazeuse, tu conseilles quoi? Bah, s'il y a de l'eau s'il y a de l'eau gazeuse, mais c'est rare. Mais s'il y a de l'eau gazeuse, c'est agréable. Après, le coca, le problème, c'est que c'est hypertonique. L'avantage, c'est que on en a partout. Et il faut apprendre à manier le Coca-Cola. C'est une boisson, c'est pas une bonne boisson de l'effort, mais il y en a partout. Ça change un peu du goût du reste.
Il faut apprendre à le manier parce qu'on en trouve partout. Donc si je prends un peu de Coca-Cola, ça sera plutôt sur la course à pied et ça sera moitié Coca-Cola, moitié eau. C'est-à-dire, je vais me faire un fond de verre de Coca-Cola, un fond de verre d'eau. C'est vrai que le coca, on va à l'autre bout du monde, hein, vous savez, on en trouve partout. Il y en a même avant l'eau. Quand prendre des électrolytes? Alors, on a deux solutions. Soit on en prend avant l'effort. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent que ça soit intéressant parce que normalement, si on mange bien, on a suffisamment d'électrolytes. Durant l'effort, ils sont soit dans notre boisson, donc c'est une boisson bien construite, une boisson de l'effort. Il y a aussi des boissons aux électrolytes avec que des électrolytes et peu de glucides dedans. Mais dans ce cas-là, il va falloir apporter les glucides par un autre moyen. Par contre, en revanche, je déconseille de prendre des électrolytes d'un coup parce que ça va être hypertonique, ça risque d'être difficile à assimiler. Donc plutôt dilué dans une boisson, en fait. Alors, on a vu, parce que je vois l'heure passer, on avait d'autres choses qu'on voulait aborder. N'hésitez pas toujours à poser vos questions. Bien évidemment, alors on a vu le court distance, on a vu les formats longue distance en triathlon. Et puis, j'allais vous dire, messieurs, dames, ben, l'alimentation, c'est aussi au quotidien. Alors, on va remonter un peu dans le temps. On va se dire, voilà, le petit-déj de la course, enfin, le petit-déj le jour de la course. Toi, donc, tes conseils, alors, on va axer sur le format long, hein, tu nous l'as dit tout à l'heure, ton petit-déj, donc tu nous as dit du riz, Moi, banane. c'est du riz basmati. Pourquoi le basmati? Parce que c'est un riz qui a pas trop de fibres et qui a pourtant un index glycémique bas. Et c'est donc l'index glycémique, en gros, pour faire simple, c'est la vitesse à laquelle la glycémie monte. Et donc, c'est la réponse de l'insuline. Donc, je prends ça pour pas avoir d'élévation de l'insuline et que mon organisme apprenne à utiliser plutôt les graisses. Donc, du riz basmati avec 2 œufs, et une banane. Ça me permet d'avoir quelque chose qui me permet, avant une course, d'être efficace. Après, je peux aussi faire du pain avec un petit peu de beurre et 2 œufs à nouveau. Et encore une banane. La banane, c'est quelque chose que j'aime bien avant l'effort parce qu'il y a pas mal de glucides dedans, il y a pas mal de potassium. Euh, Après, ça peut aussi être une compote avec ça. Euh, Moi, je reste sur quelque chose d'assez classique en fait, hein. Et puis, c'est pas la peine de se gaver, pas la peine de se casser la tête. Si vous avez un petit déj qui fonctionne bien, qui est de qualité, ça fera l'affaire. Après, il faut savoir, le problème, c'est savoir naviguer en fonction de ce qu'on va trouver là où on est. Parce qu'on est parfois obligé d'aller faire des compétitions un petit peu loin. Il faut réussir à savoir s'adapter à ce qu'on va trouver. Et c'est pour ça que j'aime pas avoir des recettes toutes prêtes et toujours la même chose. Parce que si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, eh ben, ça va avoir un effet nocebo. Et donc, je préfère qu'on apprenne à varier les choses et à se dire, je peux faire autrement, ce n'est pas dramatique, pour ne pas être gêné quand je n'ai pas les conditions que j'aime. Alors, une question là, donc Whippy, qui met combien d'heures a commencé Carbload avant l'épreuve Ironman 73? Alors, Ironman ou Ironman 73? Alors, Alf. sur une compétition comme ça, maintenant, on est à 2 jours de surcharge glucidique, entre 8 et 12 grammes de glucides par jour, par kilogramme de poids de corps. Et on fait ça, si on a une compétition le dimanche, on fait ça le jeudi et le vendredi. Voilà, c'est la surcharge glucidique. Et du coup, on évite la pasta partie de la veille de la course. Donc, 2 jours, voilà. Ok. C'est la même chose pour les deux. Alors, on va remonter, hein, de toute façon, dans le temps, vous inquiétez pas, on va remonter sur la semaine avant l'épreuve. Là, on est encore au jour J, le petit déjeuner. J'ai Menvis, alors je dis vos pseudos tels que vous êtes affichés dans le webinaire. Mon petit déjeuner se compose. Alors, un bol avec une banane de 100 grammes découpée en lamelles, 150 grammes de flocons d'avoine, 450 millilitres de lait de vache et une cuillère à soupe de sucre blanc. Alors, Pris à 8 450 heures, je millilitres, tiens, sans 450 souci. millilitres de lait, ça fait beaucoup, hein. Ouais, Euh, alors moi j'allais dire, par exemple, moi je ne supporte pas du tout le lait de vache. Alors, vous voyez, sur les recettes aussi, hein, il y a des gens qui ne supportent pas le lait de vache. Bien évidemment, voilà, tout ça, c'est aussi à c'est tester. personnel, ça. Ben oui, c'est très personnel. Comment jugez-vous ce petit-déj? Il manque de protéines. Manque de protéines.
Alors, Et je ne mettrais pas le sucre blanc, mais bon, ouais. on n'a pas besoin du sucre avec ça et ça manque de protéines. Non, il y a la banane en fruit. Sinon, ça me va, mais je rajouterais des protéines. Alors, soit un peu de fromage blanc, si on veut rester sur du laitage, soit des œufs, soit du jambon, soit du saumon fumé, soit quelque chose comme ça, mais ça manque un peu de protéines. Alors, ça aussi, question intéressante. Le délai entre le petit-déj et le début de Et ça l'épreuve. manque, Ah, ça pardon. manque, ça manque encore d'une autre chose, c'est de gras. Et donc, je mettrais des oléagineux avec. N'oubliez pas que le gras, c'est la vie. Non, mais c'est vrai en plus, hein, on est constitué, on a besoin de gras, hein, c'est important aussi. Ah, oui, oui, le régime sans gras, c'est une catastrophe pour la santé. Voilà, on va en parler, ça aussi, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi, comme ce que je vois dans certaines personnes, dans certains clubs. J'entends des recettes où on va en parler aussi sur des régimes à la mode. Attention, attention. Alors, le délai entre le petit-déj et le début de l'épreuve. Au moins 2 3 heures. D'accord, 2 3 heures. Céline, quand je mange un kebab à midi, je peux tenir longtemps en distance en course à pied. Est-ce que je peux continuer cette méthode avant un entraînement le soir? Tous au kebab. Ça me paraît compliqué, mais bon, ça dépend de la qualité de ton kebab. Si tu fais toi-même avec de la bonne viande, du pain, au levain et que tu fais ton truc et que tu mets pas de ketchup dedans, pourquoi pas? Il y a Céline qui se marre. Bon, voilà. Ceci dit, j'avais, dans le même genre, j'avais vu une étude qui, avait testé un hamburger en récupération, mais ils avaient pris des aliments de qualité et ça c'était assez efficace finalement pour récupérer, mais parce que finalement, il y avait des glucides et des protéines. Bon, après, on le sait, on va pas le répéter, hein, tout ce qui est dans votre alimentation quotidienne, tout ce qui est préparé, etc., globalement, c'est de là, voilà, rien ne vaut quelque chose qui soit clairement préparé par vous-même. Bonjour, quel type de glucides pour la face? Alors, on va remonter. Donc, on était au petit-déj, on remonte. Donc, dans la semaine avant. Et notamment, il y a quelqu'un qui demande dans la phase J3, enfin moins, 3 jours et 2 jours avant l'épreuve, si tu déconseilles le malto, quel type de glycide pour la phase comment dire, J-3 et J-2? Alors, il y a plein de choses. Il y a du riz, des lentilles, des patates douces. Alors moi, je me fais un gâteau patates douces. J'aime bien le gâteau patates douces. Je mange aussi beaucoup de fruits secs, donc mais je diminue au fur et à mesure parce que, heu, il y a pas mal de fibres. Ouais. Mais donc moi, je fais un gâteau patates douces, comme les Réunionnais, c'est très bon. Ensuite, je me fais aussi des fruits secs, du type, figues, abricots secs avec un petit peu d'oléagineux pour, avoir un peu de gras. Je peux faire un peu de jus de pomme aussi, je peux faire un peu de jus de betterave aussi, et puis bien sûr, il y a les repas à table pris normalement. Jus de betterave. Ah Ouais, oui, ouais, d'accord. parce que, en fait, les betteraves contiennent des nitrites et nitrates et qui ont un effet vasodilatateur et qui pourraient améliorer un peu contre les troubles digestifs, même si on n'a pas encore beaucoup D'études en ce sens. de publications là-dessus. Mais je préfère, boire du jus de betterave que du malto, c'est sûr, il y a pas photo, c'est meilleur pour la santé. OK, voyez, alors c'est des choses qu'on mange plus, hein, la betterave, sauf, à la cantine, et il y a personne qui le prend en entrée. Heu, non, mais c'est vrai en plus, c'est quand vous vous baladez dans les cantines d'entreprise, la betterave, c'est toujours le truc qui reste. Et pourtant, vous avez vu, bon, enfin après, voilà, là, on était en train de parler du J2, enfin en tout cas 2 jours, 3 jours avant. La semaine avant, de façon plus globale, là, on était à 48 heures, 72 heures avant. On reste sur, Alors, heu il y a une étude qui est observationnelle, donc c'est pas d'une qualité phénoménale et elle est unique. Mais elle est intéressante et elle correspond à ce qu'on pouvait imaginer en connaissant la physiologie et la nutrition, qui montre qu'on limite les dégâts musculaires, les dégâts myocardiques. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque, en ayant une alimentation durant la dernière semaine avant un marathon qui soit riche en huile d'olive, en poisson, c'est logique, il y a les oméga 3. L'huile d'olive, c'est logique, c'est parce que l'huile d'olive est très riche en antioxydants. En légumes, si, on mange beaucoup de légumes et en fruits, parce que c'est riche en antioxydants, on limite les dégâts musculaires et les dégâts myocardiques.
En revanche, si on mange beaucoup de beurre et beaucoup de viande, on a plus de dégâts, musculaires et myocardiques. Donc en gros, bah, on suit le régime classique méditerranéen comme d'habitude, avec des fruits, des légumes, du poisson, éventuellement des œufs de poulet élevés aux graines de lin et ça nous permet d'avoir une alimentation de qualité. Alors il y avait aussi avant ce qu'on faisait avant, c'était le régime scandinave modifié, c'est-à-dire qu'on faisait un régime, pendant 3-4 jours pauvre en glucides pour avoir un effet rebond, Ouais. sur les 2-3 derniers jours, en mangeant beaucoup de glucides à ce moment-là et finalement, l'intérêt est pas démontré donc ça on peut ne pas le faire. On va parler, on va remonter, là, on était à la semaine avant. Quotidiennement parlant, alors on voulait, faire un focus sur ça parce que je sais que vous avez des vies, trépidantes, voilà, speed. C'est vrai aussi que, on a bon, le triathlète a tendance à focaliser, sur son alimentation, de jour d'épreuve, qui est important. On vient de le voir avec Fabrice, de ne pas faire d'erreur, hein, que ça soit sur le format, de la semaine, enfin le petit-déj du jour J, la veille, voilà, le repas de la veille, la semaine avant. Mais après, j'allais vous dire, il y a quotidiennement parlant, et je vois trop de gens, enfin j'entends trop de gens, je vois pas, j'entends trop de gens qui me disent, voilà, bon, vie à 300 à l'heure, entre la vie professionnelle, la vie privée, etc. Des gens qui, des fois même, sautent les repas du midi, qui sont dans des dispositions, c'est un peu je mange quand je peux. Voilà, Fabrice, les erreurs, vraiment, encore une fois, ok, il y a tout ce qu'on a dit sur le jour J, mais il y a aussi le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? C'est vous qui vous entraînez et vous qui devez vous alimenter correctement. Toi, tes conseils et voilà, qu'est-ce que tu, par rapport à des gens qui ont des vies extrêmement speed et qui des fois n'ont pas forcément le temps ou qui ne prennent pas le temps, on ne sait pas, voilà, ou qui mangent devant les écrans, encore pire. Voilà, quel conseil tu as envie de leur donner? Alors déjà, il y a un truc, c'est il y a pas de super aliment. Il y a pas d'aliment miracle, ça n'existe pas. Donc tous ceux qui vous vantent le truc machin qui est l'aliment miracle, oubliez. Est-ce que, Heu, moi je dis aux gens, faut mettre que l'assiette, elle ait de la couleur. Plus il y a de couleur, ouais. plus il y a des bienfaits pour le corps. Alors l'autre 2e chose, c'est, je n'aime pas les sportifs chiants à table. Heu en France, on aime manger à table, on aime manger avec les autres, c'est un moment de partage et on peut manger de qualité nutritionnelle et de qualité gustative en même temps. Donc effectivement, il faut prendre plaisir à table, il faut partager, il faut cuisiner et le truc, c'est manger vrai et effectivement, comme tu l'as dit, il faut mettre de la couleur dans nos assiettes parce que c'est agréable au regard et parce que c'est agréable au goût et parce que c'est bon pour notre santé. Donc parce que en fait, les couleurs dans les légumes, ce sont des antioxydants différents. Plus vous avez une grande variété d'antioxydants, donc plus vous avez de couleurs dans votre assiette, mieux votre santé s'en porte et si on est un athlète en bonne santé, on est un athlète plus performant parce que les 2 vont ensemble. Et l'autre message, j'ai commencé à le dire, c'est manger vrai. Il suffit de cuisiner, ça prend pas beaucoup plus de temps et ça permet de manger de qualité et si on n'a pas le temps dans la journée, bah, moi j'ai pas le temps de manger dans la journée, enfin j'ai pas le temps de De cuisiner, j'ai pas beaucoup de temps le midi quand je travaille, donc ce que je fais, c'est que je pars avec ma gamelle le soir, on fait plus à manger, on prévoit je sais que demain je vais travailler, donc j'aurai besoin d'une gamelle et je pars avec ma gamelle, et j'ai pris maintenant avec l'expérience parce que je travaille en partie, dans ma voiture de temps en temps, j'ai pris l'habitude de manger froid et ça me dérange pas. Par contre, je pars systématiquement avec ma gamelle pour être sûr d'avoir des aliments de qualité et c'est ça. ça coûte rien, enfin ça coûte rien, ça coûte pas cher, et au moins je suis sûr de ce que je fais. Donc ça, c'est, et on n'a pas d'excuses, parce que ça ne prend pas de temps. Vous en faites un peu plus la veille pour en avoir pour le lendemain, et ça évite, les situations un peu à l'arrache où vous vous retrouvez, à manger, ce qu'il y a dans le coin où vous travaillez. Si en plus, pour le coup, s'il y a des gens qui sont peut-être aussi en déplacement dans le cadre du boulot, donc vous connaissez pas forcément les endroits, voilà, où on peut acheter des choses de qualité. Donc vigilance, au regard de tout ça. Oui, chaque aliment, chaque couleur a un bienfait, hein. Je vous incite, vraiment, on va pas le faire là, mais un petit quiz des couleurs, je le fais beaucoup dans les écoles avec les enfants, hein. Je leur dis: «Alors citez-moi des fruits et des légumes orange et pourquoi orange?»
Et je peux vous dire qu'il y a des enfants, ils en savent beaucoup, beaucoup plus que certains Alors, adultes. on va dire deux trucs sur les couleurs. Le orange des carottes, c'est du bêta-carotène. Le Ouais. bêta-carotène, il est assimilé en présence de gras. Mmh. D'accord? Donc une salade de carottes râpées sans gras parce que je veux perdre du poids, eh ben, on profite pas du bêta-carotène et des antioxydants. Donc c'est une grosse erreur. Deuxième chose, les tomates. Le rouge des tomates, c'est du lycopène, qui est bon pour la Messieurs, santé aussi. Et qui est un antioxydant et le lycopène est liposoluble, il est absorbé en présence de gras. Donc une salade de tomates sans gras, c'est une erreur parce qu'on ne va pas profiter des antioxydants et les tomates, en plus, c'est bien de les avoir de temps en temps cuites parce que, ça rompt les cellules qui, contiennent le lycopène et ça rend le lycopène mieux assimilé. Donc la 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 sauce tomate avec de l'huile d'olive, c'est parfait. voilà, et le lycopène en plus pour messieurs, pour votre prostate, c'est plutôt bien vu aussi donc voilà, hein, il y a des mangez des tomates messieurs. Heu qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, voilà, faites des petits quiz, hein, aussi si vous avez des enfants et cetera, c'est important, je le dis, hein, les parents aussi, on a un rôle de transmission et d'accompagnement aussi pour, vos enfants pour la suite et qu'ils aient des bonnes habitudes alimentaires et de pas manger en famille avec aussi le portable. Le tu le disais, hein, la cuisine, après c'est le partage, l'échange, aussi, c'est ça aussi qui est sympa. Que pensez-vous du fromage? Alors le fromage, j'ai rien contre. Par contre, j'ai contre l'abus. En fait, abuser des laitages peut favoriser des cancers de la prostate, peut créer des problèmes. Donc le fromage et les laitages d'ailleurs, c'est 1 à 2 portions par jour et pas 3 portions comme, on a tant essayé de nous le faire croire, il y a quelques années dans les Et vous savez recommandations sanitaires. pourquoi? Parce qu'évidemment l'industrie, française, de tout ce qui tourne autour du laitage était française, donc on donnait aussi Voilà, donc on donnait 1 à en 2 conseil portions de santé. 1 à 2 portions de laitage par jour, mais pas plus. Mmh. Alors quotidiennement, il est important de prendre des boissons de récupération post-effort dans les 30 minutes ou quoi pre qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Alors, est-ce qu'il est important de le faire? Pas systématiquement. Si je vais faire, 1 heure de vélo ou si je vais faire un footing de 45 minutes, une ration de récupération n'a aucun intérêt parce que je n'ai pas créé un stress suffisant pour que j'ai besoin de récupérer. De 1re chose. Si j'ai fait une bonne séance, de 1 heure et demie de course à pied ou de 3 heures de vélo ou une bonne séance de fractionné à pied ou peu importe, oui, là, c'est intéressant, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Le principe de la ration de récupération, c'est d'apporter dans les 30 premières minutes environ 20 grammes de protéines pour reconstruire du muscle et environ 50-60 grammes de glucides pour reconstruire les stocks de glycogène. Heu et bah, qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc les boissons, bah, oui, pourquoi pas. Ça peut aussi être des aliments plus naturels, hein, avec, la compote de pommes, avec des bananes, avec, du fromage blanc, avec, ça peut être aussi, une banane et une ration de protéines en poudre. Ça peut être une tranche de jambon, ça peut être, autre chose et voilà, c'est le principe, c'est 20 grammes de protéines, 50-60 grammes de glucides, dans les 30 premières minutes, dans l'heure. Pas la peine de se gaver parce que le nombre de transporteurs n'est pas illimité, donc sinon ça va stagner. C'est pas systématique et si vous entraînez à 18 heures, c'est pas la peine d'aller prendre une ration de récupération si vous prenez le repas juste derrière. La bière de récup, parce que tu en parlais dans un de tes bouquins, je sais plus Alors, lequel. la Les la adeptes de bière la bière comme moi de récup. alors la bière n'aide pas à récupérer, parce qu'elle a un effet diurétique, parce qu'il y a pas de sodium. Par contre, il y a des glucides, donc ça c'est intéressant. Il y a des antioxydants, donc c'est intéressant. Par contre, l'alcool, retarde la construction musculaire, donc Mmh. retarde la récupération musculaire. L'alcool retarde la reconstruction du collagène et donc des tendons. Donc une bière, sans alcool, OK, pas de problème. Une bière, avec alcool, c'est plus problématique. Ça reste tolérable occasionnellement si on ne dépasse pas je crois que c'est 50, centilitres ou Ouais. 30 Bon et centilitres puis par l'alcool déshydrate, hein. en récupération. Mmh? L'alcool déshydrate en plus. Oui, oui aussi. Mmh. Bon, bah, voilà, désolée, hein, pour ceux qui aimaient bien la petite bière de récup, j'ai essayé, hein. Heu, Mais pas tous les jours, après une compétition avec les copains, c'est sympa. voilà, après une compète. Ah quand même, merci Fabrice. Je voyais, certaines personnes avec qui, je fais des fois de l'ultracyclisme, qui faisaient: «Oh bah mince, on est dans la mouise pour les Non, non, prochains». et c'est aussi le partage après une compétition.
de passer un bon moment avec, soit les copains avec qui on a fait, soit, les concurrents avec qui on a partagé un moment. Et c'est aussi un moment où de sociabilisation et qui est agréable, qui fait partie du sport, hein. Enfin, le côté partage, ça fait partie de notre sport, hein. Ouais, gardez le plaisir, hein, n'oubliez jamais, à un moment donné, je sais qu'il y en a beaucoup, bien évidemment, la perf, ça c'est des sources, voilà, motivationnelles, mais n'oubliez jamais qu'à un moment donné, la récompense peut tuer votre motivation intrinsèque, donc soyez dans le juste, comme l'a dit, Fabrice, et il disait un peu le sportif chiant, qui va tout peser et tout mesurer, en vue d'une course. Alors il y a Céline qui dit, «Quand vous dites du gras, est-ce que l'huile d'olive, ça suffit?» Bah non, c'est comme tout, l'huile d'olive, c'est très bien, mais il faut varier un peu les plaisirs. Donc dans le bon gras, il y a les oléagineux, donc les noix, les noisettes et les amandes. Il y a les graines de chia, par exemple, qui sont riches en oméga 3, même si c'est pas un aliment miracle, puisque les miracles n'existent pas. L'idéal, c'est quand même d'apporter aussi l'huile de colza. Dans les assaisonnements, ce qu'il faut mettre, c'est un mélange huile de colza, huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile de colza contient des oméga 3 alors que l'huile d'olive ne contient pas d'oméga 3 et donc les oméga 3 sont très importants pour la santé. On peut s'y mettre un peu d'huile de lin, à savoir que les huiles, contenant des oméga 3 doivent se conserver à l'abri de la lumière et au frais. Mais c'est voilà, l'huile d'olive, c'est une très bonne huile, mais ça ne suffit pas. Un peu de beurre aussi tous les jours, c'est une bonne idée parce qu'on a aussi besoin d'acides gras saturés et notre problème, c'est pas d'éliminer les acides gras saturés, notre problème, c'est de rééquilibrer nos apports de gras et c'est pas de limiter le gras, c'est de rééquilibrer. Pour rééquilibrer, on sait que, en gros, dans un pays occidental, notamment en France, on apporte, dans un régime classique 20 oméga 6 pour un oméga 3. Or, il faudrait plutôt être à 3 oméga 6 pour un oméga 3. Donc notre problème, ça va être plutôt de limiter les oméga 6 et d'apporter suffisamment d'oméga 3. Donc les oméga 3, on en a dans l'huile de colza, on en a dans les poissons gras, on a dans les, œufs de poule élevés aux graines de lin, on en aura dans l'huile de lin, et donc voilà, donc il faut rééquilibrer les apports, mais jamais diminuer les huiles. Vous voyez, c'est riche, hein, en questions. On me demande aussi. Alors après, on va un petit peu stopper pour aborder d'autres choses qu'on voulait aborder, notamment répondre à des questions. Bien on ait déjà répondu à certaines questions qui nous avaient été posées, mais je voudrais pas, voilà, qu'on oublie des gens qui nous ont envoyé les questions. La viande, tu conseilles quoi? Alors attends, je réponds juste à la question. Oui, l'huile d'olive, ça suffit pour absorber le lycopène et le bêta-carotène. Ok. Je crois que Céline qui avait mal posé sa question. Ouais, Céline, vous avez eu le complément de réponse. Les viandes, tu conseilles quoi? Consommation de viande? Une Alors, bonne côte de bœuf? eh bah, modéré, modéré, mais oui, parce qu'il y a du fer dans le bœuf. Heu, donc oui, et parce que c'est bon, moi j'aime bien. Oui, c'est pour Avec ça que je dis ça. tact et mesure comme on dit. Et mais en variant les consommations, en apportant suffisamment de poissons, donc au moins 2 ou 3 fois par semaine du poisson, plutôt gras, et les œufs. Hem, Après on n'est pas obligé de manger de la viande, mais si on est végétarien, ça demande de plus grandes connaissances culinaires pour apporter suffisamment de protéines, mais on peut le faire. Heu et J'avais, ouais, j'avais aussi une question là qui m'avait été posée par quelqu'un. Alors on va sortir un peu du triathlon, mais il y en a aussi qui font de l'ultra. mmh, Ultracyclisme, par exemple, sur des épreuves comme la race cross. La question m'avait été posée, les proportions de sucré et salé sur des efforts comme la race cross France. Comment gérer tout ça? Et vous le savez, dans ces épreuves d'ultracyclisme, eh ben, il y a aussi, voilà, toute la possibilité, ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas trouver en chemin, hein, parce qu'il y a des fois des territoires où c'est assez comique, hein, pour l'avoir vécu. Heu, voilà, vous prenez vos rations et puis vous êtes à court et puis il y a plus rien. Il y a rien, il y a pas de magasin, il y a rien. Vous êtes dans la mouise. Quel conseil tu donnerais? là, on sort un petit peu Ouais? du domaine, enfin on sort pas, mais on est dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des efforts qui sont plus lents, Mmh, donc avec un système digestif qui est moins perturbé, mmh. avec plus de pertes de sodium parce que l'effort dure plus longtemps, donc c'est important de manger salé à ce moment-là, et surtout on est plus capable de digérer des choses, on a plus le temps. Donc là, essayer de se rapprocher un peu plus d'une alimentation normale, mais avec des aliments faciles à digérer. Donc, en fonction de ce qu'on va trouver, on peut se rapprocher de repas un peu plus classiques.
mais c'est aussi une question de goût personnel et surtout sur ces épreuves où on a une grosse influence du cerveau, une grosse influence du plaisir, il faut qu'on ait quelque chose qui nous porte, enfin qui nous fasse du bien au moral aussi. Donc on a besoin, d'apporter toutes ces choses-là. Heu, donc là, on essaie de se rapprocher de repas plus normaux, en fait. Ouais. Peut-être en les fractionnant un petit peu plus. Heu et par contre, je répète que dans nos glucides, on doit avoir du sodium. Même nos produits sucrés doivent avoir un peu de sodium. Hein, le sodium, c'est le chlorure de sodium et enfin, il vient en partie du chlorure de sodium, mais c'est le sel, hein, le chlorure de sodium. OK. Alors, heu, heu, alors quelqu'un qui nous avait demandé: «Est-ce que les pâtes peuvent être à l'origine de production de gaz intestinaux?» Alors, Ou oui, est-ce que dans le c'est une fond. personne qui dit qu'elle débute en triathlon et qu'en fait, elle débute enfin notamment alors elle débute notamment chez c'est un grand débutant en natation, mais il se pose la question s'il fait, de justement mal respirer, est-ce que ça peut avoir une incidence sur ses ballonnements intestinaux ou est-ce que c'est les pâtes qu'il mange? Alors, Docteur, quel est votre, le problème de la natation, c'est on est allongé, en fait et donc on a plus de reflux. Donc le problème de la natation, il est plus digestif haut, à cause du reflux et d'éventuelles nausées, voilà, que digestif bas. Après, il peut avoir des troubles digestifs, et des ballonnements s'il digère mal les pâtes et que finalement ça stagne dans l'intestin et que ça fermente. Ou alors d'accord. s'il a une dysbiose, c'est-à-dire un microbiote, qui est mal équilibré. Il y a quelqu'un aussi qui nous avait dit: «Moi, je me confectionne ma boisson à base de malto, d'eau de coco, miel, curcuma et citrate de magnésium». Tu en penses quoi? Alors, eau de coco, c'est riche en potassium et en minéraux. Maltose, c'est du glucose en grande chaîne, ça permet d'être isotonique. Curcuma, c'est un antioxydant, mais il est liposoluble, donc il ne sera pas absorbé, mais il pourrait peut-être avoir un intérêt en protégeant la barrière intestinale. Il y Miel, avait quoi d'autre dedans? miel, Miel, c'est du saccharose, en fait, hein. Le miel, c'est comme le sucre de table. C'est en gros, pour faire simple, c'est, une molécule de fructose, une molécule de glucose. Mais du coup, comme il y a apporté de la maltodextrine, on va avoir plus de glucose. Donc, le seul truc que je ne sais pas là-dessus, il y a pas de sel? non, citrate de magnésium, il y a. Ouais. Donc le magnésium, pourquoi pas? Le citrate, ça va être, Ouais, alcalinisant. Enfin, ça va être alcalinisant. Le problème, c'est que je ne sais pas si sa boisson elle est isotonique ou pas. d'accord. C'est ce qui va me poser souci, c'est qu'avec son mélange, je ne sais pas si c'est isotonique ou pas. Et donc je ne Heu, sais pas si ça va être bien toléré ou pas. je me permets aussi de faire un petit, truc, prévention en tant que pharmacienne. S'il vous plaît, arrêtez de vous auto, médiquer, avant les épreuves pour éviter les problèmes digestifs. J'entends aussi, voilà, des gens qui prennent des médocs. Attention aussi sur l'utilisation d'anti-inflammatoires avant les épreuves, d'ultra. C'est le médicament qui pose souci, c'est l'Advil, l'ibuprofène, le Nurofen. Exactement, j'allais vous le Qui dire. peut favoriser l'hyponatrémie, donc l'hyperhydratation dont on avait parlé, les troubles digestifs, plein d'autres choses. Donc c'est le médicament à éviter. Voilà, l'ibuprofène et attention aussi aux médicaments qui coupent au niveau intestinal et qui font que les intestins travaillent en circuit fermé dans les épreuves d'ultra. Merci de pas faire d'âneries, voilà, pour, mettre votre vie en danger. Il y a certaines choses qu'on peut prendre, d'autres non. Attention, ne faites pas n'importe quoi et rapprochez-vous de bien évidemment de gens dont c'est, le métier parce qu'effectivement, si vous prenez un médoc qui bloque au niveau intestinal, vous êtes en circuit fermé, c'est une catastrophe, notamment dans les ça peut être une catastrophe dans des épreuves d'ultra. Et je rappelle juste, hein, pour avoir il y a aujourd'hui des équipes médicales, c'est un peu les mêmes, hein, qui sont, d'ailleurs sur toutes les épreuves d'ultra. Je pense notamment à l'UTMB. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais sachez qu'une année, ils ont fait un questionnaire, hein, il y avait quand même 50 des concurrents qui étaient sous anti-inflammatoires avant le départ. Alors attention parce que j'ai relu l'étude, Ouais, là parce que je la recherchais et je l'ai relue récemment. En ouais, fait, c'est pas la semaine avant, c'était sur plus de temps que ça, il me semble, hein. ouais. Donc c'était dans Mais l'année, hein. bon, Bah, à bon, un moment ça veut dire donné, qu'il faut faire attention. Il faut on fait pas n'importe quoi. ouais. Voilà et Doliprane,
C'est pareil, je me permets de faire un point sur le Doliprane, hein. Doliprane, vous le savez ou pas, vous respectez, les dosages. Attention, Doliprane et foie, voilà, ça peut, faire mauvais usage. Je pars toujours du principe, je dis: «Si à un moment donné, il se passe des choses et que vous avez des douleurs, indépendamment des objectifs que vous avez, reposez-vous les bonnes questions. Pourquoi il se passe ça?» Hein? Et ça peut aussi, être en lien, voilà, ça nécessite peut-être une réathlétisation, de refaire un bilan sur, les douleurs X, Y, Z que vous avez, mais arrêtez de tirer comme des damnés sur votre corps. La vie est bien faite, hein, quand même, hein, le corps est bien fait et faut alors, voilà, alors utiliser enfin voilà, tu l'as dit, l'ibuprofène, hein, on va dire ibuprofène, c'est-à-dire qu'il y a plein de noms de spécialités qui contient de l'ibuprofène, faites attention. Voilà, il y a donc faites gaffe à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on nous pose la question, ça veut dire quoi quand, parce que depuis tout à l'heure tu dis: «Oui, mais OK, sa boisson, mais j'en sais rien si elle est isotonique». En truc Alors, simple, un peu vulgarisé, ça veut dire quoi? iso, ça veut dire autant, tonique, c'est la tonicité. La tonicité d'une boisson, c'est la concentration totale de la boisson en toutes les molécules qu'elle contient. D'accord? Isotonique, ça veut dire que ça va être aussi concentré que le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide de notre sang sans les globules. Donc, pour qu'une boisson soit bien assimilée, il faut qu'elle soit isotonique ou au mieux légèrement hypotonique. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. Isotonique, c'est aussi concentré que le plasma. Si on a une boisson qui est hypertonique, par exemple, le coca, c'est hypertonique, le Red Bull, c'est hypertonique, les jus de fruits, c'est hypertonique, l'organisme va percevoir ça comme une agression et il va retarder, la vidange gastrique et va retarder l'assimilation et ça va donner des troubles digestifs, notamment, éventuellement, ça peut donner, des vomissements. Donc, le problème de la boisson qu'on a eu tout à l'heure, c'est que, je connais pas je connais pas la tonicité du lait de l'eau de coco, mais je pense, vu la teneur en minéraux, que ça peut être assez élevé. Heu, le miel, c'est hypertonique, donc j'ai peur que si on fait ça, on ait une boisson qui soit hypertonique et difficile à assimiler. Mais je ne le sais pas, il faudrait la tester et il faudrait connaître, la tonicité de l'eau de coco. C'est Et pour ça l'avantage des aussi boissons de l'effort, c'est qu'elles ont été construites pour ça, pour être isotoniques. C'est pour ça aussi que tu leur as dit, hein, tout à l'heure, je rappelle, arrêtez les recettes de vos boissons X, Y, Z parce que c'est pas comme ça qu'on peut, voilà, Alors, ouais, je nuance, je dis, vous pouvez faire une boisson avec un jus de fruits dilué, au quart, oui, mais pas avec une pincée de sel à l'entraînement. à l'entraînement, oui, oui, mais en compétition. Moi, je parlais sur les Non, en compètes, compétition, non. Et c'est sur pour les, ça aussi qu'une boisson de l'effort en poudre, ça reconstitue exactement comme le fabricant le dit et pas au pif. c'est ça. Il est 22h20, vous voyez, c'est passionnant. Je voudrais pas, voilà, il y en a peut-être qui ont pas encore mangé. Ça se peut, hein. Voilà, qui ont peut-être enchaîné aussi après une journée de boulot. Juste une dernière question, Fabrice, puisque c'est génial déjà tout ce que tu nous donnes, comme information. J'espère que ça vous plaît. Je me permets, de dire, s'il vous plaît, pour le prochain webinaire, on va pas on pourrait rester des heures connectés, hein, parce qu'effectivement, il y en a qui me posent encore d'autres questions. Je voulais qu'on aborde un truc, c'est les régimes, à la mode. Hem alors, sans dire ça marche pas, on entend un peu tout et n'importe quoi, sur les régimes. Est-ce que tu peux nous donner, voilà, deux trois grandes lignes déjà un peu sur, les régimes un peu tendance, là, ce qu'on entend? Et puis, il y a Mathias qui dit: «On mange devant notre écran comme recommandé». Bravo Mathias. Et du sucre, j'espère. Donc Fabrice, sur les régimes un peu à la mode, du coup, qu'est-ce Alors, que qu'est-ce qu'on a comme régime à la mode? On a un régime cétogène. Un régime cétogène, c'est on mange beaucoup de gras et très peu de glucides. On mange très peu, en fait, le principe, c'est on va manger moins de 50 grammes de glucides par jour, donc c'est très peu. L'avantage, c'est que du coup, on va pas avoir stimulation de l'insuline. Du coup, l'organisme, il va produire des cétones qui sont produits à partir des corps gras. L'avantage des cétones, c'est qu'ils vont permettre de fournir de l'énergie au cerveau. Or, le cerveau ne peut se fournir qu'en énergie qu'à partir des glucides en temps normal et pas à partir des graisses. Sauf si on transforme les graisses en cétones. Pour ça, il faut que l'insuline soit basse et que les réserves de glycogène
hépatique dans le foie soit abaissée. Donc c'est plusieurs jours de régime, 4-5 jours, et on va produire suffisamment de cétone, qui est un corps naturel, hein. C'est quelque chose qu'on a produit dans nos situations de c'est quelque chose qu'on a hérité de notre passage de chasseur-cueilleur avec du risque de famine, c'est donc une énergie de secours alternative. Donc l'avantage, c'est qu'on va apprendre à consommer, à fonctionner qu'avec du gras. Par contre, du coup, si on veut l'énergie suffisante, il faut manger beaucoup de gras, d'accord? Parce que il faut pas que ça soit un régime hypocalorique, il faut que ça soit un régime hypoglycémique, mais isocalorique riche en gras. L'avantage, c'est que notre organisme, il devient une machine à consommer du gras. On peut durer dans l'effort sans avaler de glucides parce qu'on consomme énormément, on a transformé notre métabolisme. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas capable d'accélérer autant qu'on le pouvait avant. Parce que le processus d'utilisation de production d'ATP et d'énergie à partir des graisses est beaucoup plus lent que le processus de fabrication d'énergie à partir des glucides. L'autre inconvénient de ce régime, donc on ne peut pas accélérer, l'autre inconvénient, bah, c'est qu'au niveau, bah, ça veut dire plus de fruits, plus de légumineuses, plus de céréales. Socialement, c'est compliqué. Il peut y avoir des carences en certaines choses. Donc, il y a des sportifs qui s'y portent très, très bien avec ce régime, qui ont aucun problème, et ce régime est d'ailleurs utilisé, dans certaines épilepsies rebelles avec, efficacité. Donc il y a certains athlètes qui s'y plaisent très bien et qui sont efficaces, je dirais entre 10 et 20, et la plupart des athlètes ne baissent de performance avec ça. Donc et surtout, ça mérite de grandes connaissances, nutritionnelles pour pas faire d'erreur. Par exemple, comme on n'a pas de fruits, on risque de manquer de vitamine, C. Donc après, il nous reste le persil, mais on ne va pas manger 1 kilo de persil. Il nous reste les poivrons, mais il y en a pas toute l'année. Et puis il faut les cuire, sans perdre la vitamine C. Donc, pour le cas, par exemple, avec la vapeur. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, que je ne recommande pas à tout le monde. J'ai écrit un livre dessus, mais c'est plus pour accompagner les gens qui veulent s'y mettre, plus que pour le recommander. Mais par contre, certains s'y trouvent très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme régime, santé? On a le régime sans gluten, Sans santé, gluten, le ouais. régime, pas santé, hein, comme régime, à la Bah, mode. un peu, oui, et d'ailleurs qui sont portés par certains sportifs de haut niveau, hein. Ouais, alors le régime sans gluten, il y a très peu d'études dessus finalement. Le gluten est une protéine qui est comprise qui est dans le blé et dans les dérivés du blé, et qui peut donner des troubles digestifs. Pour l'instant, on n'a pas alors certains se disent: «Bah, je vais arrêter le régime sans gluten pour pas avoir de troubles digestifs qui sont fréquents chez les sportifs». Pour l'instant, on n'a pas d'études montrant l'efficacité, et en tout cas, on n'a pas d'études de qualité qui nous permet de faire ça. Après, manger sans gluten, c'est pas un problème si on le compense pas par des aliments ultra transformés. C'est-à-dire que si je remplace mon pain par du pain que j'achète dans une, boutique, étiquetée sans gluten, ça va être un pain qui va être fabriqué avec des farines nulles, et donc on va avoir un aliment nul. Par contre, si on mange, à la place du pain, des lentilles ou du riz, on va retrouver avec un aliment de bonne qualité. Donc en fait, si on veut faire un régime sans gluten, pour l'instant, on n'a pas prouvé l'efficacité, sauf chez certaines personnes, mais ça peut être une très bonne alternative à condition de manger des vrais aliments et pas des aliments étiquetés sans gluten. On n'a pas besoin de mettre qu'il y a pas de gluten qu'il y a pas de gluten dans le riz. On n'a pas besoin de mettre qu'il y a pas de gluten dans les patates douces. Donc si on a besoin de vous mettre sans gluten, c'est qu'on a un problème. OK, donc régime cétogène, sans gluten. Voilà, je vois, l'heure avancer. Je pense que voilà, est-ce que vous avez allez, on va faire s'il y avait une dernière petite question qui me tient à cœur, et ça me fait penser à un ami nutritionniste qui dit: «Les petits poissons gras, les petits poissons, gras, le hareng, les sardines, tout ça, tu penses quoi? Chaud, froid? Faut en manger 3 fois par semaine?» C'est la question de Alors, Véron, on terminera là-dessus. 3 fois par semaine, oui, chaud, froid, comme vous voulez, mais avec des cuissons douces. D'accord. Hem, le temps, tourne, messieurs, dames, je me permets, voilà, en attendant qu'on conclue ce webinaire, je viens de vous envoyer un message, voilà, en vous demandant sur les prochains webinaires, avant de remercier bien évidemment Fabrice, hein, et de donner tout un tas d'informations sur, ton actu, Fabrice. Hem, sur, les prochains webinaires, vraiment, je compte sur vous, pour vraiment envoyer à la ligue
les différentes thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde. D'accord. Alors, soit effectivement le webinaire, si c'est quelque chose qui est dans mon champ d'action, je pourrais le faire. Sinon, je ferai en sorte de trouver aussi des experts et spécialistes comme on le fait et comme on l'a fait ce soir. Vraiment, on va remercier vraiment Fabrice. Donc, je compte sur vous pour vraiment me faire des retours parce qu'à chaque fois, je me balade dans les clubs, les gens ils me disent ouais, c'était super les webinaires, tu pourrais pas aborder ci, ça. Donc, s'il vous plaît, voilà, je compte sur vous. Passez, voilà, il n'y a pas de thématique inintéressante, hein. Si à un moment donné, vous vous intéressez sur ça, il y en a d'autres qui vont s'y intéresser. Fabrice, je voulais te dire, donc déjà un grand merci. Tu regarderas là dans le chat. Tout le monde dit merci, hyper intéressant. Hashtag le gras, c'est la vie. Oui, le gras, c'est la vie et surtout le partage entre nous tous. J'espère et on espère avec Fabrice vous croiser sur les prochaines compétitions. Euh, je dis toujours, c'est bien de faire marcher les labels hein, dont on a parlé, mais aussi, voilà, aller faire coucou sur les petites courses locales. En tant que bénévole, ça nous fait plaisir des fois de vous voir. C'est aussi du travail. Tu as plein d'éloges, Fabrice. Vraiment, un grand merci. Euh, voilà, partagez-vous le replay, s'il vous plaît. Pour les coupures de réseau, il y a eu des coupures de réseau. Moi, j'ai pas eu de coupure de réseau. Merci, top, merci, merci, merci beaucoup. Il n'y a que des merci, très intéressant. Fabrice, merci. Tu avais fait un webinaire juste incroyable la fois dernière. Je vous invite à aller le voir, hein, c'était au mois de janvier, je ne sais même plus quand est-ce qu'on l'a fait, sur Moi, je ton me dernier rappelle livre plus. qui est sorti en décembre. Nutrition de l'endurance, il ressort en version mise à jour, tu nous as dit en avril? Ouais, je crois que c'est le 17 avril, mais ça mérite d'être affiné. Mais en tout cas, mi-avril. Ouais, donc mi-avril, vraiment un grand merci. Merci à vous toutes et tous. On a commencé ces webinaires, on était une dizaine aujourd'hui, ce soir. Fabrice, il faut que tu le saches, on était connectés. Il y a eu à un moment donné 77 personnes de connectées. Merci à vous, ça donne aussi du baume au cœur à nos intervenants qui s'impliquent. Et je tiens à le dire, Fabrice est intervenu gracieusement hein, pour la Ligue. Voilà, nous, on fait en sorte aussi de faire des choses pour coller à vos besoins. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu parce que des fois, quand je passe dans les clubs et qu'il y en a qui disent ah, nous, on est là pour vous aider. On est là pour aussi donner des informations de qualité avec des gens de qualité comme Fabrice ce soir. Merci. C'est quoi tes prochaines challenges là on peut te voir où, quand, En comment? compétition, Ouais, en compétition. je fais le Half Frenchman à Carcan. Je fais le Half Alpsman à Annecy. Je fais le défi du Vercors-Man, donc avec l'enchaînement SLM, fin août dans le Vercors. Et voilà pour l'instant les courses où je suis inscrit. Ouais. Bon, ben, en tout cas, grand merci à toi de prendre sur ton temps. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je compte sur vous pour les prochains webinaires.